Today is very full house. Yes. Because previously, out of the two sisters, only one came. I mean, often, more often. Occasionally both came, but now, mashallah, both are good. How are you, Faiza? Please. La première question, s'il vous plaît. Assalamu alaikum, Huzzur. Wa alaikum assalam. आपके मिजाज कैसे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। आपका क्या हाल है? आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया। ठीक है। आपके उस्ताद अच्छे हैं? जी। Ma question आपके aujourd'hui. अब्बा जान भी आए हुए हैं नीचे? इनको कुछ पता नहीं। आपके अब्बा जान नीचे आए हुए हैं? पता? हाँ, क्या पता? कुछ पता नहीं। आपका शागिर्द है ये? ये अभी आए नहीं है क्लास में। इधर कुछ नहीं, इनकी बहनें आई हैं। अच्छा। जी। आपके अब्बा जहाँ नीचे आए हुए हैं, पता? इनको पता लग रहा है? हैं? उनको नहीं बुलाया आपने? ऊपर आ जाते वो भी? कुर्सियाँ खत्म हो गई थी? नहीं, जगह तो है, उनकी मर्जी है वैसे। जी। अच्छा, la question. À chaque époque, l'Ahmadiyya fait face à des défis et chaque époque correspond à un certain calife. Pouvez-vous nous dire quels étaient les défis à l'époque du troisième calife? Every period in time has its own challenges, presents its own challenges to the Khalifa who's there at that time. Which were the particular challenges which the third Khalifa, rahimahullah, had to take up, had to face? Why is he interested only in the challenges of third Khalifa? Does he know about the challenges of all others? Savez-vous à propos de tous les autres? No, I didn't want to ask for everybody. Does he have a specific thing in mind? Avez-vous quelque chose de spécifique en tête? Yes. Oui, parce que j'ai lu des livres sur le premier calife, sur le deuxième calife, mais seulement un petit livre sur le troisième calife. He said he has already read books about the lives of the first and second Khalifas, but he doesn't know much about the third Khalifa, rahimahullah. So he wants to know a bit more about the particular challenges which the third Khalifa had to face. You see, I'm at a loss to fully comprehend the nature of this question. If he has not read about his life, his biography, then he should read it, because in this short space of time it's not possible for me to speak on the biography of Hazrat Khalifatul Masih Salis. And as far as the challenges are concerned, the only one challenge which I know was the challenge created by the long protracted illness of my late father, or I should have said the second head of the Ahmadi community, Hazrat Muslim Awad. Because after attack on his life by someone who stabbed him, tried to sever the jugular vein, which he could not with the grace of Allah. He survived that attack, but after a while fell ill. And because of the scar of the injury within, the blood circulation to the brain was not as open, as full as it used to be. So that used to cause sometimes brain fags, but that was a small affair. Ultimately, he was unable to walk straight because of the mental pressures. The legs are affected, and that is why during the last 2-3 years of his life
he was bedridden. In that period, the Jamaat decided that there should be a Nigran board, which means a board comprising of all the Anjumans and some other Jamaat members, respectable members of all members are respected, but who have been holding some positions like the Amir of Punjab, Amir of Karachi, etc., etc. So they were made into a board which was called Nigran Board. Apparently, what people thought was that Nigran Board had taken over as Khalifa, which is wrong, absolutely wrong. There is no iota of truth in that. Nigran Board knew its position, and what they did was that any matters which were sent to Hazrat Khalifatul Masih, before they reached him, they investigated everything threadbare. So only the essence was conveyed to him. The real essence of the issue, together with some important background. This person who is, for instance, writing against some Anjuman member or some Nazir, his history is that he is a crooked man and he has not taken the right course of sending his application to you through that Nazir, that member of the Anjuman executive, and so on and so forth. So this matter was preliminarily prepared and seen into by the Nigran Board. I'm sorry, Huzur, I didn't get this bit which Huzur just said. You see, if somebody had complained against a central Jamaat official like a Nazir of Southern Anjuman Ahmadiyya and had written directly to Hazrat Musleh Maud, it was organized so that that letter was sent back from the private secretary to the Nigran Board, so that any wrong impression could not be created on him, because he was not in such good health as to take care of all small details like he used to do. You understand? So that is the reason why this creation of Nigran Board had become necessary. When this matter was sent to Nigran Board, the president of Nigran Board was Hazrat Mirza Nasir Ahmad Sahib. So as the chairman or president of, I think he was chairman of the Nigran Board, it was his responsibility to take the whole matter to Hazrat Musleh Maud and present to him all the facts. During such presentations, it was not necessary that Hazrat Musleh Maud would accept the recommendation of the Nigran Board. Many a time I was present, so as far as his senses and intelligence is concerned, he was absolutely in full command. He was forgetful, like it happens in arteriosclerosis, forgetful of some facts before, a few days ago. But he could understand the logic of everything so clearly that sometimes the Nigran Board failed to point out something which he did, particularly if the matter was concerning some member who was an old member whose life was very clear to him. So he'd say, no, I don't believe this. I know the man myself, and he's like this and like that. So this is what exactly happened. Now the challenge to Hazrat Mirza Nasir Ahmad was that people started talking against him, that he has taken Khilafat into his own hand. You know, which was absolutely false. It has no iota of truth in it. He was humble enough
to understand his position. All he did was that he acted as president of the Nigran board and presented all the matters which had been thoroughly sifted by the Nigran board investigation in a sifted form to Hazrat Muslim Maud. So, during his lifetime, an attempt was made by a son of Hazrat Khalifatul Masih Awwal to become popular in the Jamaat, particularly by cashing upon the name of Hazrat Makim Maulvi Nuruddin Sahib. So all that was clear was that he intended to become the next Khalifa. Now this was understood by the whole Jamaat in the sense that nobody took care of him as such. But a few among the Murabbiyan and this and that, who were later expelled, and some rectified themselves, they were influenced by him because he especially met them with great love and understanding, and he walked along with them, embracing them, and so on and so forth. So naturally, he was a senior member, and everyone was flattered by his specific attentions. So he sometimes raised questions against, embarrassing questions to Hazrat Khalifatul Masih Salis during the ijtimas which he presided. So that was one challenge which was faced by him. He had no ambition, but he was creating the impression that Hazrat Muslim Maud is promoting him to become the next caliph. So the reflection was against Hazrat Muslim Maud, but because all such people do it in a very clever way, and they say Hazrat Khalifatul Masih Salih, the Muslim Maud doesn't know much about because he is ill, and he is manipulating things. So this propaganda was being carried out, but it was later on they used to say because he is, but I'm talking of before his illness. From then on they had started propagating against him, this special group. So it was not a challenge to Khalifatul Masih Salis directly, but was a challenge to his person, with the allegation that he is ambitious and wants to become caliph. So keeping this in view, he used to ask very embarrassing questions during his presidency of the session of Khudam al-Anbiya or Ansarullah. Once I remember, I was also there, and I understood his game. But at the same time, in that particular question, he was right. He spoke of a matter of order during the session. You know, during a session while it is being held, the president has to follow a decorum, a particular order, which Hazrat Khalifatul Masih Salis, would-be Khalifatul Masih Salis, forgot to take care of. And when he raised the point, because he thought he would do it only to embarrass him, he was about to take a strong position that, no, I'm right. When I stood up and clarified the matter and said that in this he is right. Now, this should be said to the greatness of him, that he immediately accepted my point. When I explained it, yes, you're right, I redress the wrong. Now, when this got finished, Khalifa Abdul Manan Sahib is called, Abdul Manan Sahib, he
came to me and specially, embraced me and hugged me so closely and complimented me. His inner self was so bare, so ugly, that I took my hand off his hand. I said, look here, now I see you self-exposed. I did it as a matter of principle. And you are doing it with an ulterior motive, to throw me apart from Hazrat Khalifatul Masih Salis. He is our president. No question of his being brother or no brother. He is our president. You have no right to sow seeds of discontent between members of the Majlis and the president of the Majlis. So from then on, I broke ties with him. Whatever happened later on, I never held any ties with this man. So the challenges to Hazrat Khalifatul Masih Salis were created like this. But when Hazrat Khalifatul Masih Sani, that is the second head of the community, fell ill and was out of direct circulation, he used to come to lead the namaz less often because of his illness. He used to speak on Jalsa in short speeches, while previously he used to stand for many hours together. Even I heard his speech once which lasted 9 hours. Imagine. He was a Hercule in these special qualities. So because of this change, after the stabbing and after this illness which followed, he had this opportunity of talking against Hazrat Khalifatul Masih Salis once again, that you see, he has taken charge of the caliphate and the head of the community doesn't know much about things now. And in this period, practically you are being governed by a person who has no right to govern the Jamaat. So that was a challenge which was faced by him. But the Jamaat did not pay any attention to him. He even sowed the seed of discontent against Hazrat Muslim Maud in later days. He said, look here, he is not being loyal to Khalifatul Masih Awwal. He was so courteous to him. He supported him while in all his life in a manner that he sort of groomed him for the next caliphate. And this is what he is doing to Hazrat Khalifatul Masih Awwal's own son. Now, simple-minded people may have been influenced by this, but people of deeper understanding consider it to be a reflection upon the character of Hazrat Khalifatul Masih Awwal, the first caliph, in the sense as if he thought that caliphate is made by humans, against which he had pronounced repeatedly. He said, I tell you one thing, I was made caliph by Allah, and the next one, whoever it is, will be made by Allah. Neither I can do anything about it, nor you can do anything about it. So this was his father, and this was the son saying this. So in fact, he was speaking against his own father as well. But he was so ambitious. He wanted somehow to capture caliphate. Hazrat Khalifatul Masih Sani, my father, even in his illness, was very firm in principles. He did not care what people thought of him. He said, this man has to be ousted from the Jamaat now. Things have come to a head
where his remaining in the Jamaat will be against all principles which I have been supporting throughout my life. He said, I oust him, and whoever wants to follow him, let him get out, and I do not care a bit about this. So a handful of people followed him, while he thought the majority of the Jamaat will come out with him and support him, because his argument was very sentimental about Hazrat Khalifatul Masih Awwal. See? No one followed. Even he went over to Lahori Jamaat. Now, you have asked a small question with a very large answer. That is why I was trying to avoid it. But let him, I think, maybe the whole time will be consumed by this one question. And poor ladies, they will be left without any time. Anyway, you better answer this, because this is a very important question. And for the newcomers, like many are, among them are, it's better that they hear it from my own lips. Sa sainteté le calife a commencé en disant qu'il n'était pas possible, évidemment, de faire toute la biographie du troisième calife. Évidemment, tous les califes ont à faire face à certains défis à leur époque. Le calife dit qu'il faut bien sûr lire la biographie de tous les califes pour mieux en savoir plus sur leur vie. Un défi particulier, dit Huzur, dont je me souviens, c'était quelque chose qui avait trait à la longue maladie de feu mon père, c'est-à-dire le deuxième calife, Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad anhu. C'était après l'attaque sur sa vie par une personne qui avait essayé de le poignarder mais qui n'avait pas réussi à le tuer. Il est resté en vie, mais bien sûr, à cause de la place où il a été poignardé dans le cou, la circulation de sang vers le cerveau n'était plus ce qu'elle était auparavant. Et à cause de cela, il ne pouvait plus bien marcher. Et pendant les 2 ou 3 dernières années de sa vie, il a dû rester alité. La Jamaat avait alors décidé qu'il y ait ce qu'ils ont appelé un Nigran Board, c'est-à-dire une espèce de corps ou de comité qui surveillerait un peu les affaires de la Jamaat au sein de la communauté, comprenant les différents officiels au niveau des organismes au sein de la Jamaat et aussi des amirs de différentes régions, etc. Et ce seraient ces personnes-là qui géreraient les affaires communes de la Jamaat. Et ainsi, le poids de ces choses ne serait plus sur le calife qui, lui, s'occuperait des choses plus essentielles. Donc, certaines personnes croyaient que c'était en fait ce corps ou ce comité qui s'était accaparé du pouvoir et qui dirigeait tout à la place du calife. Mais ce n'était pas du tout le cas. Le calife était toujours celui qui était en pouvoir. C'était sous lui que ces choses fonctionnaient donc au niveau de ce comité. Si par exemple quelqu'un avait porté plainte contre un officiel d'un organisme quelconque au sein de la Jamaat, eh bien, il écrirait directement à la personne du calife pour se plaindre du traitement d'X, Y, Z. Et au lieu de laisser cette lettre aller directement au calife, puisqu'il n'avait plus la santé de s'occuper des petites choses comme cela, eh bien, c'était ce Nigran Board, ce comité qui surveillait les affaires de la Jamaat, qui s'occupait directement de cette affaire. Et alors, le secrétaire privé du calife renvoierait la lettre directement à ce board ou à ce comité, et c'était eux qui devaient donc s'occuper de l'affaire. Le président du Nigran Board ou de ce comité était Mirza Nasir Ahmad rahimahullah, qui n'était pas encore calife à l'époque, bien sûr. C'était donc le grand frère du calife actuel et le fils du second. Le calife n'acceptait pas toujours la décision du président de ce comité. Et d'ailleurs, le calife actuel, qui est ici aujourd'hui, dit que j'étais présent lorsque certaines de ces décisions étaient présentées à lui. Et on voyait que le calife, malgré sa maladie, n'avait jamais perdu sa faculté de raisonner et sa perspicacité. Et souvent, certes, même s'il oubliait de petites choses qui n'étaient pas très importantes, mais souvent, il faisait ressortir des choses que les membres du comité avaient oubliées ou qu'ils n'avaient pas vues. Et donc, on voyait que sa perspicacité était toujours comme elle était avant. Mais il y avait toujours de ces gens qui pensaient que Mirza Nasir Ahmad rahimahullah s'était pris pour lui-même le califat, profitant de la maladie de son père. Mais c'était absolument faux, il n'en était rien de tel.
une personne qui était le fils du premier calife, il s'appelait Abdul Mannan. Cette personne, il voulait absolument devenir calife, en fait. C'était l'un des aînés de la Jamaat, si on veut, à cette époque. Et il s'était pris cela comme une espèce de tâche, une besogne qu'il devait accomplir, que de s'opposer à Mirza Nasr Ahmad, de peur que ce dernier ne se prenne pour lui-même le califat. Et alors, ce qu'il faisait, c'est que lorsqu'il y avait de grandes réunions, comme des ijtima ou des jalsa ou des choses comme ça, alors ce qu'il faisait, il poserait des questions embarrassantes à Mirza Nasr Ahmad, qui était le président de ce comité, juste pour l'abaisser aux yeux des gens et pour profiter de cette situation. Et il avait créé une impression sur un groupe de personnes, comprenant entre autres certains missionnaires qui plus tard avaient été renvoyés de la Jamaat, certains desquels, précise le calife, étaient revenus, s'étaient repentis de ce qu'ils avaient fait. Mais il avait créé l'impression sur ces gens, sur un groupe de gens, que Mirza Nasr Ahmad voulait absolument devenir calife à la place du calife. Et donc, c'était une idée très méchante qu'il exerçait en tant qu'influence sur les gens de façon très futée et très maligne. Et ils avaient déjà donc commencé à propager cette idée même avant la maladie du deuxième calife. Donc, le calife présent ici dit qu'une fois, j'étais là lorsqu'il avait posé l'une de ces questions-là, donc une question embarrassante, mais à cette occasion-là, ce monsieur Abdul Mannan avait raison, car il s'agissait de la procédure à suivre selon la Constitution donc, qui préconisait qu'il fallait faire ceci ou cela lors de cette réunion. Et le président, qui était Mirza Nasr Ahmad, rahimahullah, avait manqué à faire quelque chose selon cette règle. Et donc, il avait dit que selon les règles, il fallait que vous fassiez cela. Et il l'avait dit de façon à l'abaisser devant tout le monde. Alors, le calife actuel dit que ce que je fis, c'est que je me levais moi aussi, car je vis que cet homme avait raison, malgré tout, même si son intention n'était pas bonne. Mais il avait raison. Alors, je me mis debout et je dis au président et celui-ci était sur le point de contredire ce que venait de lui dire M. Abdul Mannan. Il n'allait pas accepter cette correction. Alors, moi, je me levais avec hâte et je dit le calife, que cet homme a raison pour ces raisons-ci, et j'expliquais le cas. Et donc, le calife dit avec beaucoup d'émotion, il dit que, regardez la grandeur de Mirza Nasr Ahmad, rahimahullah. Lorsqu'il a entendu les raisons, le raisonnement derrière ou sous-tendant cette correction, alors il accepta tout de suite. Il changea de position et il accepta, oui, que j'avais tort. Voilà comment il était. Alors, après cette réunion, ce qui était assez intéressant, cet homme, Abdul Mannan, est venu me voir, il m'a serré dans ses bras, il m'a dit « Bravo, là, tu as bien fait de dire ça comme ça, regarde cet homme, il allait commettre une grave faute, etc. Tu as très bien fait pour le remettre à sa place. » Alors là, le calife dit que lorsque je me rendis compte de son intention réelle, le calife dit que j'en avais une idée depuis avant, même avant, je le ressentais, je pressentais que cet homme avait de mauvaises intentions. Mais là, cet homme s'était révélé. Alors, le calife dit que j'avais tellement de dégoût à côté de voir sa personne comme elle était, cette vilesse, cette laideur intérieure se manifester, que même je ne pouvais pas attraper sa main et j'enlevais ma main de sa main. Et je lui dis qu'aujourd'hui, vous vous êtes révélé. Maintenant, vous vous êtes montré sous vos vraies couleurs et je vois vos vraies intentions. Alors, je ne veux pas m'associer avec vous, je ne veux rien avoir avec vous. Et à partir de là, dit le calife, j'ai cessé de fréquenter cet homme, tellement mon cœur était rempli de dégoût avec lui, pour lui. Donc, lorsque le calife, par la suite, tomba malade, le deuxième calife, il ne pouvait plus, par exemple, venir souvent diriger les prières à cause de sa santé. Et il venait donc moins souvent à la mosquée, mais ça ne veut pas dire qu'il ne fonctionnait pas en tant que calife pour autant. Par exemple, dit Huzur, pendant les jalsa, je l'ai vu faire, même dans sa maladie, des discours qui allaient jusqu'à 9 heures. Et on peut se demander 9 heures continuellement de discours, ce n'est pas une chose que les êtres humains ordinaires peuvent faire. Et donc le calife dit qu'il était un véritable Hercule dans ce qu'il a fait. Il a démontré des qualités d'Hercule dans ses discours.
Mais lorsqu'il il n'était pas là, donc sur la scène, c'était bien sûr le comité alors qui gérait les affaires. Et cet homme, donc Abdul Manan, il en profitait toujours pour dire aux autres, regardez, vous ne voyez pas que c'est cet homme, Nizam Nasser Ahmad, qui veut prendre le pouvoir sur vous, il veut tout diriger, c'est lui qui veut être votre chef, il le prend pour lui-même, par lui-même. Alors il voulait toujours inciter les gens à se détourner contre lui. Et il disait aussi que, regardez un peu le premier calife qui était son père d'ailleurs, il dit que le premier calife avait lui-même préparé le deuxième, c'était comme si c'était son fils. Et maintenant regardez comment il est en train de le traiter lui, qui était comme le fils donc, du premier calife. Alors, il voulait absolument être calife. Il a démontré, de par sa façon d'agir, ses intentions, qu'il voulait être calife. Mais ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait dénigré lui-même son père. Car le premier calife n'avait jamais voulu choisir le deuxième calife après lui-même. Car il savait, et lui-même avait déclaré avec beaucoup de force, que ne croyez pas que ce sont les hommes qui m'ont élu en tant que calife. C'est Allah qui choisit son calife. Et c'est lui qui décide qui sera le calife ou non. Donc, en disant cela, il était en train de dénigrer son propre père et lui attribuer des choses que le premier calife n'avait jamais voulu dire. Il avait dit tout le contraire de cela. Donc, Huzour a dit que ceci est une question très importante qui doit être mise en avant parce que tout le monde doit entendre cela. Et donc, le calife va peut-être continuer après ceci. Now, despite all that I have said, I must admit that for a long time I had a very special affinity for this person due to many factors. He used to come with my brother-in-law, Mian Abdul Ahmad, to our house so often, and he was a very close pal of his and an old fellow student with him at Aligarh. So I knew him personally more than my other brothers did. And also, he was always kind to me, I must say. He had a special knack. He was a soft-spoken person. Seldom you would hear from him harsh words. Very polished and glib. And also, he was a scholarly man. There is no doubt about it. That he specialized in hadith traditions, and he had read some very large collections of hadith, and he specialized in that. So despite that natural inclination towards him, despite my respect, my break with him was based on principles. I could not break away from my principles at any cost. I was right, and it was proved later on. When he was expelled from the Jamaat, Khilafat, that is those who have become members of Jamaat Ahmadiyya Mubayyin, we call it, those who have done their bayat at the hand of the Khalifa. They are called Mubayyin. Ghair Mubayyin is that branch which later on had its headquarters built in Lahore. And Maulvi Muhammad Ali was the leader, the original leader of that Jamaat. So he later on shifted towards that Jamaat and became a regular member of the Jamaat, which was an affront to his own father. Because Hazrat Khalifatul Masih Awwal, the first caliph, throughout his life supported the institution of Khilafat against the rule of Anjuman. Anjuman is the executive body which was created during the lifetime of Hazrat Masih Maud Islam. But it did not hold any power against Masih Maud Islam's decision. So the same Anjuman was handed over to Hazrat Khalifatul Masih when he became caliph.
So some members of the Anjuman tried to establish the rule of so-called democracy and said, we hold this power. Hazrat Khalifa al-Masih Awwal, his father, late father, spoke so strongly against these tendencies. He said, I do not care for them, even as I care for a bottle of soda water. They just are nothing to me. God has made me caliph. He has put the whole Anjuman under my feet. So whatever I decide will go. Anjuman does not matter. There is such strong khutbahs and other addresses by Hazrat Masih Maud, Hazrat Khalifa al-Masih Awwal, that once all the so-called members of Anjuman who considered themselves to be important, he spoke so strongly against them that the whole mosque turned into a wailing house. And he said, you must do your bath again. Your bath is finished after all this talk. So they had to repeat their bath. These were the views of his father. Now his son now propagating that Anjuman is right and Caliphate is wrong. See? So all principles were chucked overboard by him for the sake of self-aggrandizement, and promoting one's own personal interest or greatness of self-aggrandizement. So, but Allah knows what's happening in the hearts. He wanted to give a lesson throughout to the whole world who supported him, however small it was, but there was some world, to give them a lesson. He could neither ascend to the seat of Caliphate nor to the seat of Sadarat in Lahori Jamaat. People became immediately wary of what he was trying to do. And they took every measure to push him out. And even he tried to create a split within Lahori Jamaat and became the leader of one splinter group. Nothing doing. Nobody followed his intentions and his plots, and he was exposed everywhere he went. So these are Allah's ways. His late father, our beloved first Khalifa, was absolutely right. He said, I know if anybody has his personal ambitions, God will take care of him and he will be destroyed. Unfortunately, this prophecy got fulfilled against his own son. These are the Allah's ways. Right? Huzur poursuit en disant qu'il avait une affinité spéciale pour cet homme, Abdul Mannan, auparavant. Et il avait une affinité très profonde pour lui. Cette personne venait souvent le visiter avec le beau-frère donc, du calife à sa maison. Il amenait avec lui des étudiants d'Aligarh, etc. Il a toujours été très gentil envers moi, dit Huzur. Donc ça, je dois l'admettre. Et il parlait avec une grande douceur. C'était une personne très polie, très cultivée. Et un grand érudit, sans aucun doute, se spécialisant dans les hadiths. Il avait lu, en effet, beaucoup d'ouvrages sur le hadith. Mais malgré cette grande affinité, dit le calife, je me séparais de lui à cause de mes principes. Malgré cette affinité. Et j'avais raison, et ce qui se passa plus tard donc, démontra comment Huzur avait raison à l'époque de se séparer de cet homme, malgré l'affection ou l'affinité qu'il avait pour lui. En effet, lorsque cet homme fut excommunié, eh bien, il a été chassé donc, de la communauté des Mubaya'in, c'est-à-dire de ces gens qui font la bay'a sur la main des califes, qui acceptent l'autorité des califes après le Messie promis, alayhi salam.
car il y a l'autre communauté aussi, c'est un schisme qui s'était séparé donc du corps de la majorité donc des suivants du Messie premier alayhi salam et qui s'était installé dans la ville de Lahore, donc on les appelle les Lahoris. Eh bien, ce qu'il fit, c'est qu'il sortit donc de la Jamaat Ahmadiyya des Mubaya'in, des personnes faisant le serment à la main du calife, et se rendit auprès de ce groupe de gens qui s'appellent aussi Ahmadis, mais qui sont à Lahore, donc les Lahoris. Et toute sa vie, le premier calife n'avait jamais laissé ce qu'on appelle le Anjuman, c'est-à-dire c'était le corps de gestion des affaires que le Messie premier alayhi salam avait institué de son vivant. Il n'avait jamais laissé le père de Abdul Mannan, qui était le premier calife, cet Anjuman supplanter le califat. Jamais. Eh bien, à la mort du Messie premier alayhi salam, certains membres de cet Anjuman ont essayé de dire, bon, ben maintenant, puisqu'il n'y a plus de Messie premier, c'est maintenant, il revient à l'Anjuman que de gérer les affaires de la communauté. Et ils se sont dit, bon, il n'y aura pas de calife, ça sera le Anjuman. Mais alors, le premier calife, qui a été choisi par Allah, bien sûr, avait parlé en utilisant des termes très très forts à propos de ce sujet. Il a dit, vous me parlez de l'Anjuman, eh bien moi, je ne donne pas plus d'importance à cet Anjuman que je donnerais à une bouteille d'eau gazeuse. Vous n'avez pas plus de valeur que ça devant mes yeux. Et c'est Dieu qui a mis cet Anjuman sous mes pieds. Donc voilà, il était très sûr et certain de sa position, et il savait très bien ce qu'était cet Anjuman. L'Anjuman n'était pas là pour remplacer le Messie promis, certainement pas. Et une fois, donc il a fait beaucoup de discours à ce sujet, car c'était un moment où les gens étaient un peu dans la confusion, et un de ces discours était si fort dans la mosquée que toute l'assemblée était en pleurs. Tout le monde pleurait, à chaudes larmes. Et le premier calife avait même dit qu'à cause de ce que vous avez dit, vous autres, votre bay'at, votre serment d'allégeance ne tient plus. C'est annulé. Vous devez refaire votre bay'at maintenant à ma main. Et tout le monde l'avait fait à nouveau. Donc voilà la force avec laquelle le premier calife avait parlé, et on comprend alors la position de l'Anjuman dans ses yeux. Eh bien, en allant rejoindre les Lahoris, Abdul Mannan, le fils du premier calife, malheureusement c'était son fils, s'est opposé à son père en s'opposant lui-même au califat et en préférant l'Anjuman. Les gens de l'Anjuman qui croyaient toujours que c'était eux qui devaient succéder au Messie promis. Il voulait en fait promouvoir sa propre grandeur et rien de plus. Mais regardez comment donc il y a eu justice quand même faite par Allah. Allah s'est assuré que cet homme ne trouve jamais de moyen de satisfaire son besoin de s'agrandir devant les autres. Il a voulu être calife, mais il n'a jamais été calife. Lorsqu'il s'est rendu chez les Lahoris, il a aussi essayé de devenir président de ce groupe. Mais les Lahoris ont vu un peu, ils ont vu qu'il y avait anguille sous roche, ils ont toujours essayé de l'esquiver, et donc ils ne l'ont jamais permis de devenir leur président. Alors, étant frustré, il a même essayé de créer un autre schisme au sein des Lahoris et de créer un autre groupuscule dont il allait devenir le président. Mais il échoua même dans cela. Alors, voyez comment la prophétie de son propre père, qui avait dit que toute personne qui essaierait de s'opposer donc au califat, que Dieu le traiterait comme ça, il ne lui donnerait jamais la grandeur. Malheureusement, cela s'appliqua dans le cas de son propre fils, Abdul Mannan. You ask a small, polite question, and this is what happens, you know. You have consumed the turn of all others, except for him and perhaps him. Please continue. Very interesting, eh? Yes. Good question, I must say. I'm only saying it, you know, I'm not criticizing him deeply, you know. I'm very happy that he asked this question, because I think you, all of you, needed this answer. It is very difficult for you to pick it up from study of books. But as I know everything by heart, I can remember everything. So it's good to listen to me, to hear it from my own lips, right? Sa sainteté le calife dit que ceci était une question certes très importante, et c'est une très bonne chose, dit-il, que vous l'ayez entendu de ma bouche, car vous ne pourrez pas saisir toutes ces choses des livres. Mais moi je m'en souviens, dit Huzour, de mémoire, et donc je peux vous les dire telles qu'elles sont, et telles qu'elles furent, et cela donc vous sera bénéfique, Inch'Allah. Assalamu alaikum Huzour. ये सवाल तो Burkina Faso से आए हैं, Burkina Faso.
Quels sont les avantages et les désavantages de la consommation du piment? Aussi, bon nombre de personnes n'arrivent pas à le digérer. Y a-t-il un remède homéopathique qui les aiderait? It's a two-part question. This question comes from Burkina Faso, and it is, what are the advantages and disadvantages of the consumption of chilies as such? And many people find it very hard to digest chilies. Is there any homeopathic remedy which would perhaps help them to do so? You see, first of all, advantages and disadvantages. Chilies apparently are irritants. They cause irritation of the mucous membranes, both in the mouth and in the stomach and all along the channel. Throughout the alimentary canal, they cause this. Now, at the same time, this excitement of cells creates a pleasure. So, to begin with, you know that, don't you? Yes. When Salima first came, it was very difficult for her to eat chilies. But gradually she got used to it, and she began to understand why we eat chilies, and she enjoyed. Sometimes she could take hot food, real hot food. So this is what happens to all people. Many Englishmen nowadays are fast changing over in their dietary habits to Oriental foods, etc. Oriental style of eating, because of these chilies. The more you eat, the more you crave for them. And it's so delicious, unless you feel your mouth hot, you can't enjoy your food. The food without chilies seems insipid and meaningless. But it has disadvantages as well. One disadvantage is that it moves the bowels, and if you eat too many chilies while you're not yet used to it, it can cause severe dysentery, even with large blood hemorrhages, etc., etc. So these are the disadvantages from which many Africans suffer, who eat large amount of chilies, and their chili especially is extra hot. It's much hotter than the chilies found in Mauritius. The small curly chili, it's so delicious in taste. This African chili, which I'm talking about, is much severer than that chili. Your chili is just small thing, It's just sweet meat as compared to that. So they are used to that as well. Now it causes all sorts of elementary chronic diseases. Yet they go on eating. Why do they eat, and what is the purpose of God creating this? Chilies are the best antiseptic for contaminated food and contaminated water. If they had not got this natural defendant against contaminated food, this natural protection, they could have suffered a lot from the dearth of fresh food, uncontaminated water, etc., etc. So Allah has seen to it that chilies work against such threats to life. The same thing is true of India. In India, it's a poor country, and in large parts of India, it's difficult to have pure water and pure food, but they eat chilies
and because of that they can consume such water, such contaminated food, etc., as would kill a Westerner immediately, who is not used to. You are no longer under that category. It happens, you know. Many Britishers were told when they used to go to India, take care, but they must carry their own food, their water, bottle of water, etc., etc. But the best treatment should have been, they should gradually start eating chilies, no problem. See? So they have advantages and disadvantages, and advantages, in my opinion, outweigh the disadvantages. Apart from the taste, which I've talked about, other health advantages are far more. And the last but not the least, now the American researchers have declared that the green chilies are the best, they provide the best protection against heart diseases. Prophylactic, whatever you call them. Those who eat chilies, green chilies, they don't have heart attacks. And even in some patients who have heart attacks, nowadays a new generation of surgeons and doctors advise them to have green chilies. So one such doctor I know personally who even advocated chilies to me. He said, for every disease have chilies. See? So there is no need to turn to homeopathy. Turn to chilies. Please. Sa Sainteté dit qu'il y a plusieurs avantages et aussi quelques désavantages chez les piments. Les piments sont apparemment des irritants et qui irritent donc tout le système digestif, dès la bouche et tout le reste du système digestif. Mais certains produits dans le piment excitent aussi des cellules qui donnent un certain plaisir aux personnes qui les mangent. Et le calife a mentionné le cas de la sœur Salima qui autrefois ne pouvait pas manger des piments facilement, mais petit à petit elle s'y est mise et maintenant elle peut les consommer. Et elle comprend pourquoi, dit le calife, nous aimons manger des piments. Bien des gens en Angleterre aussi se mettent petit à petit à l'oriental, dit le calife. Ils commencent à consommer des piments, ils en consomment de plus en plus. Et ils aiment cela. Eh bien, pour nous, dit le calife, s'il n'y a pas de piment, il n'y a pas de goût. Donc voilà donc l'importance des piments. Par contre, le calife dit que si on consomme trop de piments sans en avoir l'habitude tout d'un coup, cela peut causer des dysenteries et même amenant des hémorragies internes très intenses et donc cela est très très grave. Il faut donc s'abstenir de consommer des piments si on n'y est pas habitué. Il faut s'y mettre petit à petit. Beaucoup d'Africains en souffrent d'ailleurs, dit le calife, mais leurs piments sont très très forts, même plus forts que les piments de l'île Maurice, qui sont assez forts déjà, mais comparés aux piments d'Afrique, ce sont comme des douceurs, dit le calife, comme des gâteaux. Alors, quel but Allah avait-il lorsqu'il a créé ces piments? Eh bien, nous savons à présent que les piments sont le meilleur antiseptique naturel contre l'eau ou la nourriture contaminée. Pardon? Gâteau, you said gâteau. No. Like sweetmeats. Yes. Gâteau. Yes. Alors, le calife dit que donc, les piments sont la meilleure antiseptique contre l'eau contaminée ou la nourriture contaminée. Sans cela, les Africains, par exemple, auraient beaucoup de peine à trouver de la nourriture pouvant être consommée. Et il en va de même pour un pays très pauvre comme l'Inde, qui connaît une situation très similaire à celle de l'Afrique. Avec les piments, les Indiens peuvent eux aussi boire une eau qui tuerait immédiatement tout occidental qui essaierait de la boire. Donc c'est pour ça qu'on dit toujours aux Européens ou aux Occidentaux en général, lorsqu'ils vont en Inde, il faut absolument qu'ils fassent attention à la nourriture, à l'eau, il faut qu'ils apportent avec eux leur propre eau et leur propre nourriture, sinon ils risquent de se mettre dans des situations très très graves. Et donc
Le calife dit que voilà les avantages et les désavantages. Selon moi, dit-il, les avantages dépassent quand même les désavantages. Mais pour terminer, le calife dit encore un point intéressant, c'est que les chercheurs américains ont récemment découvert que les piments verts sont constituent la meilleure protection contre les maladies cardiaques, la prophylaxie, etc. Et certains médecins ont même commencé à prescrire des piments pour ces personnes qui souffrent de troubles cardiaques. Le calife dit même, un médecin l'a fait dans mon cas, il m'a dit que vous devez manger des piments avec tous les jours. Et donc le calife dit que, en fait, pourquoi devons-nous nous tourner vers l'homéopathie? Laissons de côté l'homéopathie et allons prendre du piment. Right. Your question. Ma question est For au the 5 sujet... seconds and your question. Okay. But anyway, I extend the time, please. Okay, c'est une question à propos des systèmes d'éducation des grammar schools en Grande-Bretagne. Ce système est rejeté par une partie de la classe politique parce qu'il crée une sélection dès l'âge de 11 ans et donne un avantage aux enfants qui réussissent cet examen en leur donnant accès à une meilleure éducation. Que pense l'islam de la sélection scolaire des jeunes enfants? Quoting the example of grammar schools and the very harsh selection which they use to choose their pupils, which is something, as Naveed is saying, against which many of the politicians are taking stands these days. What does Islam say about selecting children according to their merit? Because this system allows some children to have better... The merit should not be economic. The merit should be that of talents. Allah treats everybody according to his talent. So if somebody has better talent, then he should be given greater opportunities to fully develop those talents which are God-given. So in grammar schools, they take greater care of such children and their special potentials. There is no harm as far as that goes. But that should have been, the doors of grammar school should have been open for poor, talented children as well. It is there where they are wrong. They shut their doors to poor, talented children by raising their fees. If the fees were just ordinary and normal, within the reach of every child, rich or poor, then talent would be the only criterion. And that is what Islam promotes. Sa sainteté le calife dit que le mérite en fait ne devrait pas être économique et devrait être selon les talents. Allah permet bien sûr à tous ceux qui ont des talents, c'est lui-même qui leur a octroyé ces talents, de les parfaire davantage et d'utiliser tous les moyens possibles pour cela. Mais ces écoles, les grammar schools comme on les appelle, ou les écoles très conservatrices en Angleterre, n'utilisent pas cette méthode-là nécessairement. Ces écoles devraient ouvrir leurs portes pour ces enfants qui sont économiquement faibles, qui sont pauvres, qui sont issus de familles pauvres, mais qui ont des talents. Donc eux aussi pourraient alors parfaire leurs talents, les aiguiser, les affûter. Mais ce n'est pas le cas. Donc ce qu'on devrait faire selon l'islam, c'est cela, c'est donner sa chance à toute personne qui a un talent, même si cette personne est pauvre ou qu'elle soit riche. Tous les enfants qui ont des talents devraient être encouragés à les parfaire dans les meilleurs milieux scolaires possibles.